Je voudrais qu'on commence par un ouvrage qui remonte maintenant à une trentaine d'années, qui s'appelle Le prophète et Pharaon, qui est paru aux éditions de la Découverte en 1984, c'est donc pas tout à fait hier, et qui a été revu par son auteur et réédité chez Gallimard dans la collection Folie d'Histoire en 2012. Et c'est un livre qui est évidemment étonnant pour nous dans la mesure où le développement prodigieux de l'islamisme, qui il y a 30 ans était indécelable, sauf des experts, ce développement est annoncé explicitement dans ce livre. Alors je crois qu'il faut que tu me dises un mot sinon de cette préscience, mais plus exactement de cette connaissance approfondie du monde arabe et du monde musulman, les deux n'étant pas si loin. Alors, Le prophète et Pharaon, c'est un livre que j'ai publié en 1984, donc ça fait longtemps, la plupart d'entre vous, d'après ce que je vois, n'étaient pas nés à cette époque. Et je suis parti en Égypte pour faire ma thèse. Parti en Égypte, pourquoi? Je n'étais pas spécialement, personne dans ma famille n'était ni arabisant, ni arabe, ni juif, ni ancien de l'Empire colonial, ni rien qui faisait que tout le monde nous intéressait particulièrement. Et puis, j'étais étudiant en Cagne, à la Canale, dans une assez mauvaise Cagne, dans un lycée du sud de Paris. Et c'était une année un peu compliquée pour moi. Ma mère était morte, j'avais plein de perturbations, un accident. Et la seule chose qui m'avait un peu tenu debout pendant cette année complexe, c'était la carte qui était au-dessus du tableau noir. En Cagne, il y avait une carte de l'Empire romain pour nous exalter sur ce qui devait nous servir finalement de socle. Rémi Levaux m'a mis pied à l'étrier et m'a proposé de partir en Égypte. J'ai passé 3 ans en Égypte pour faire ma thèse. C'était à l'époque de la fin de Sadat. Et comme tout le monde, j'étais une espèce de gauchiste attardé à l'époque. Mais j'étais surpris par le fait que les étudiants de mon âge en Égypte, au lieu d'être trotskistes ou maoïstes, se réclamaient de la religion. Et en même temps, ils me ressemblaient un peu. Donc j'ai essayé de creuser ce paradoxe. Et c'est ça qui a donné ce livre. Il se trouve que pendant que j'étudiais ce livre, et Allah avait déjà manifesté sa bienveillance à ce moment-là, les gens que je suivais ont tué Sadat, ce qui m'a propulsé. Alors, sunnite, chiite et salafiste, quelques éléments de définition. Donc, dans l'islam, quand il se crée au 7e siècle, il y a très vite des scissions entre ceux qui se réfèrent à une légitimité qui vient de la famille du prophète Mohammed. C'est ce qu'on va appeler les chiites, ce qui veut dire, notamment Shia, ça veut dire le parti ou la faction en arabe. Shiat Ali, la faction, le parti de Ali. Ali, c'est le gendre et le cousin du prophète, il va épouser sa fille Fatima, et de leur union naîtront successivement 12 personnes qu'on appelle les imams, qu'on transcrit avec un I majuscule, qui sont considérés par les chiites comme ceux qui ont la légitimité pour guider la communauté, c'est-à-dire pour régner d'une certaine manière. Et face à eux, va se construire un consensus de croyants qui estiment qu'il n'est pas question qu'ils se fassent déposséder du pouvoir au profit de l'héritage humain, trop humain, charnel du prophète, et qu'on va appeler les sunnites, qui vient du mot arabe sunna, qui veut dire la norme, et qui sont les gens qui respectent, donc qui ne se réfèrent pas au prophète dans sa chair, si vous voulez, qui ne sont pas le produit des spermatozoïdes des prophètes, mais qui reproduisent la norme, la sunna, qui a été mise en œuvre par le prophète. Et à l'intérieur du monde sunnite, les salafistes sont ceux qui vont prendre au pied de la lettre l'exemple prophétique et s'en servir comme critère de discrimination du bien par rapport au mal. Par exemple, je voudrais t'interroger sur le sous-titre que tu as donné à ce livre. Ça s'appelle Djihad, expansion et déclin de l'islamisme. Déclin, vraiment? En fait, il y a des mouvements d'expansion et de déclin. Et j'ai écrit ça en 2000, après que les mouvements islamistes de la fin des années 90, c'est-à-dire les djihadistes d'Algérie, d'Égypte et de Bosnie, avaient complètement
échoue à mobiliser les masses. Et le 11 septembre est venu couronner tout ça, puisque le 11 septembre était une tentative désespérée de ces mouvements islamistes de remobiliser les masses à partir d'un acte spectaculaire, qui était la destruction des tours jumelles et le Pentagone et, espérait-il, le Capitole, pour montrer aux masses qu'il ne fallait pas avoir peur, qu'il ne fallait pas avoir peur des régimes despotiques des pays arabes qui n'étaient que les valets de l'impérialisme américain, et en détruisant symboliquement des lieux centraux de l'impérialisme américain, maître du monde, après la chute de l'Union soviétique, ainsi, ils pouvaient montrer qu'ils étaient, eux, désormais, les acteurs de l'histoire. C'est un impérialisme américain qui avait du reste nourri, logé et blanchi les mêmes islamistes radicaux, puisque c'est d'ici avaient été trained and equipped les djihadistes d'Afghanistan. Donc ils avaient décidé qu'il fallait mordre la main qui les avait nourris, c'est ce que font parfois même certains anciens étudiants, et pour leurs vieux professeurs, et donc ils détruisent les symboles de la puissance américaine. En détruisant ces symboles, ils allaient pouvoir donner aux masses musulmanes le message qu'ils n'avaient plus besoin d'avoir peur et qu'elles pouvaient se révolter. Une chose qui n'a pas marché non plus, parce que finalement le système Ben Laden a terrorisé tout le monde pendant un certain temps, mais n'a pas produit les révolutions escomptées. Il y a eu d'autres révolutions dans le monde arabe, qui étaient des révolutions pas du tout Ben Ladenistes en 2010-2011, mais qui ont déclenché, qui ont accompagné une tectonique des plaques de laquelle sont sortis aujourd'hui les autres mouvements radicaux, qui sont la génération post-Al-Qaïda, qui est Daesh, qui est l'État islamique. La densité de tes livres, qui touche, comme vous l'avez compris, à maintes disciplines. On n'est pas simplement, on est dans l'histoire, dans la géographie, dans la sociologie, dans l'économie aussi, et c'est aussi important dans la subjectivité du narrateur. C'est en ça que tu es un écrivain, ce qui ne t'empêche pas de dire ce que je dis par ailleurs. Dans Fitna, qui est le livre que j'avais retenu ultérieurement, qui est un livre tout à fait passionnant et qui est vraiment un livre destiné en particulier aux Américains, puisqu'il s'agit de ça essentiellement. Et tu étudies de près quelque chose qu'en Europe on a un peu sous-estimé là encore, qui est l'avènement des néoconservateurs américains. C'est un mouvement qui m'a beaucoup intéressé. Je ne partage pas leur vision du monde, bien sûr, mais par la capacité, comment dire, de théorisation très abstraite et très froide qu'ils ont construit du monde. Je crois que c'est ce sentiment d'agacement envers cette réduction moi je n'appelle pas les sciences sociales, mais plutôt les sciences humaines, personnellement, à des équations mathématiques, qui a fait que de plus en plus, j'ai évolué vers un mode de description du réel qui passait par la littérature en tant que productrice de métaphores. Car, à mon sens, l'homme en société, si je puis utiliser ces deux termes, produit des métaphores. Et c'est ça qui est important de se rendre compte. Il est important de s'en rendre compte. Et sinon, on ne comprend pas en quoi les mouvements qui se réclament de religieux ont une telle force d'attractivité dans une civilisation qui semble être complètement laïcisée, complètement désacralisée. Les langues ont toujours été très importantes pour moi, et il n'est pas possible, me semble-t-il, de fonctionner dans le monde, sauf si on reste soi-même, et on ne connaît pas toujours très bien sa langue, si on n'arrive pas à utiliser le vocabulaire à travers lequel la pensée est portée et s'exprime. Si on ne comprend pas la contextualisation du vocabulaire, d'où l'importance du littéraire, de langue littéraire dans mon sens, là on ne comprend plus rien aux phénomènes sociaux d'aujourd'hui et aux transformations humaines d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est ma position.